Avec les avancées dans le domaine de l'armement à la fin du 19e siècle, l'évolution logique des choses, c'est d'avoir une arme permettant de tirer plusieurs fois à la suite sans avoir à recharger. Dans cette vidéo, nous allons donc nous intéresser au développement des magasins dans les armes militaires à poudre sans fumée, c'est-à-dire à partir de 1886, introduction du fusil Lebel. Le magasin tubulaire n'est pas un concept nouveau lorsqu'Alfred Ritter von Kropatschek, un général de l'artillerie austro-hongrois, va développer sa propre version. Les pistolets volcaniques, carabines Spencer, Henry puis Winchester, ainsi que d'autres fusils à verrou avant Kropatschek utilisent un magasin tubulaire. Par exemple, en 1868, la Suisse adopte le fusil Vetterli, développé par Johann Friedrich Vetterli, et utilise un système de culasse très inspiré des fusils à aiguille Dreiser, et un magasin tubulaire très inspiré des Winchester 1866. Le rapport ici avec Kropatschek, c'est que ces systèmes de magasins utilisent tous une sorte d'ascenseur pour amener les munitions face à la chambre. C'est environ à partir des années 1870 que Kropatschek commence à mettre au point son système. À ce moment-là, il travaille chez la Société austro-hongroise de manufacture d'armes, OWG, dans la ville de Steyr. C'est pour compéter avec les autres talentueux armuriers de l'époque qu'il va développer sa propre version du magasin tubulaire, simplement appelé Kropatschek. Le premier fusil militaire à utiliser ce type de magasin, il s'agit du fusil de marine modèle 1870, adopté par la France. Malgré les clairs avantages sur ses concurrents, les fusils Kropatschek ne verront vraiment que deux gros succès après cela. Le fusil Kropatschek modèle 1886, adopté par le Portugal, et la même année le fusil modèle 1886 Lebel. Le fusil Lebel est virtuellement le seul fusil développé après l'invention de la poudre sans fumée, utilisant le magasin tubulaire de Kropatschek. Bien que beaucoup d'armes utilisant ce système de magasin ont été testées par basiquement tout le monde à l'époque, il se retrouve sur relativement peu d'armes, comme exemple le Mauser 71-84 ou le Type 22 Murata. Ce système de magasin dispose que d'un seul vrai avantage. Il s'agit d'une capacité en munitions relativement élevée, allant jusqu'à 8 pour le Lebel. Les plusieurs inconvénients sont l'impossibilité de faire une version carabine sans réduire la capacité en munitions. En fonction du remplissage du magasin, le point d'équilibre de l'arme change et cause un niveau de stress sur le canon différent, tous deux pouvant influer à la précision. Ce type de magasin est aussi plutôt cher et compliqué à produire, et en plus relativement fragile. Les armes utilisant ce système sont aussi très lentes à recharger, et en termes de volume de feu, n'offrent pas beaucoup plus qu'un fusil monocoup sans magasin. Et bien sûr, il y a l'éventuel problème de munitions pouvant détonner dans le tube lorsque l'ogive est en contact sur l'amorce de la munition d'en face. Ce type de magasin sera abandonné assez vite après l'introduction de la poudre sans fumée. Ferdinand von Mannlicher est souvent un oublié chez les designers d'armes à feu. Et pourtant, il est à l'origine de nombreux designs très influents. Lorsque l'Allemagne adopte le Mauser 71-84, l'Autriche-Hongrie, pour rester dans la course, doit adopter un fusil à répétition, mais ce fusil doit être supérieur. Cela arrive un petit peu au bon moment puisque OWG est dans une phase d'expansion. L'armée austro-hongroise, comme les autres armées de l'époque, était familière avec les fusils de von Kropatschek. Seulement l'Autriche-Hongrie restait indécise sur quoi adopter. Il fallait trouver une arme qui allait pouvoir tenir dans le temps, à un moment où la technologie évolue très vite. Von Mannlicher est très intéressé à pouvoir produire une arme à répétition, pouvant être rechargée plus rapidement qu'un magasin tubulaire. Dès 1881, il a un design de fusil à magasin détachable, qu'il pense pouvoir faire adopter. Ce fusil est refusé et en 1883, il propose autre chose, un fusil à magasin détachable,
avec un magasin ce coup-ci sur le dessus de l'arme. Le placement de ce magasin ne fait pas l'unanimité, et l'arme est aussi jugée un poil complexe. C'est en 1885, avec un magasin fixe sous l'arme, et une culasse linéaire très simple, que Mannlicher va proposer à l'armée austro-hongroise le premier fusil utilisant ce que j'appelle un clip en bloc, ou clip Mannlicher. Ce clip, il s'agit d'un paquet de munitions, généralement 5 ou 6, contenu dans un simple morceau de métal plié, le tout inséré directement dans l'arme. Ce système est assez en avance sur son temps et sera utilisé dans beaucoup d'armes dès 1885, comme exemple la série des fusils Steyr-Mannlicher, la série des fusils Carcano et Berthier, ainsi que le M1 Garand. J'aimerais noter ici que la plupart de ces armes ont un bouton permettant d'éjecter ce clip, qui est normalement éjecté dès le chambrement de la dernière munition du clip. Ce système a beaucoup d'avantages sur les contemporains de son époque. Ces clips sont peu chers à produire, permettent un rechargement rapide et sont relativement fiables. Les points négatifs, ils sont absolument nécessaires pour avoir une arme approvisionnée au maximum, peuvent être fragiles et s'ils sont endommagés, ne permettront pas un approvisionnement fiable, et sont un petit peu délicats à recharger lorsque déjà insérés dans l'arme. Seulement, bien que ce système ait ses avantages, le système de Mauser verra plus de succès. Nous sommes en Belgique, à Liège. Liège est une grosse ville dans le domaine de l'armement depuis des siècles, et avec la révolution industrielle, un des plus modernes. Entre 1870 et 80, les grands armuriers belges de l'époque avaient établi des accords entre eux, et en s'associant pouvaient tenir des grosses commandes étrangères. La manufacture d'armes pour l'armée belge, c'est la MAE, ou manufacture d'armes de l'État qui s'en occupait. En gros, la MAE restait limitée aux contrats belges, autant en termes de production que de maintenance. Le consortium belge avait quant à lui les moyens de s'étendre. En 1895, la Belgique utilisait encore des fusils monocoups à poudre noire, comme exemple la série des fusils Comblin. Le ministre de la guerre Pontus demande à la MAE d'organiser des essais pour remplacer leurs vieux fusils. Sont donc testés ici les fusils de Kropatschek, Schulhoff, Nagant, mais en particulier ici le Remington Lee modèle 1885 jugé prometteur. À l'issue de ces essais, il montre que le fusil modèle 1886 de Mannlicher est supérieur. Seulement, avec l'introduction de la poudre sans fumée, de nouveaux tests sont faits avec des fusils mis à jour. Le nouveau nom qui entre dans la scène, c'est Paul Mauser et son fusil modèle 1888. Mauser était un petit peu dans le pétrin financièrement, sa compagnie ayant été rachetée par Ludwig Löw, et vu que l'Allemagne venait d'adopter le GVR 88, c'était un petit peu grillé pour Mauser pour obtenir un contrat allemand. Il va développer donc, pour enflouer ses caisses, un fusil à magasin détachable de 9 coups, et le proposer aux tests belges. Son fusil et celui de Mannlicher sont jugés les meilleurs designs. La Belgique doit donc faire un compromis. Si l'arme n'est pas d'origine belge, elle doit au moins pouvoir être produite en Belgique. La MAE n'est pas vraiment en l'état de pouvoir assurer un contrat pour l'armée belge. La solution sera donc de les produire à Liège. En octobre 1888, les armuriers liégeois commencent à s'organiser pour remplir le contrat de l'armée belge, et en été 1889 est formée la Fabrique nationale d'armes de guerre, qui produira le Mauser 1889, premier fusil à utiliser ce que j'appelle des lames chargeurs. Une lame chargeur, c'est un petit morceau de métal rassemblant en moyenne 5 à 10 munitions, et a comme grosse différence avec Mannlicher, c'est que cette lame de métal n'est pas insérée dans l'arme et n'est pas nécessaire pour approvisionner l'arme en entier. De nombreuses armes utilisent ce système, allant des pistolets C96 ou modèle 1912, des fusils de la série Mauser, Springfield 1903, Lee Enfield ou encore MAS 36, certains fusils semi-automatiques comme le GVR 41, allant jusqu'aux mitrailleuses légères Breda Model 30
ou Nambu type 11. Ces lames chargeurs ont plusieurs avantages. Elles sont très peu chères à produire, très légères, et ne sont souvent pas nécessaires pour approvisionner l'arme en entier, et ce n'est pas un gros problème si elles sont endommagées. Le seul point négatif est que, comparé à un Clipman Licker ou à un magasin détachable, le rechargement est parfois un peu plus lent. Mais l'invention la plus innovante est à mon avis le magasin détachable. James Lee est un Écossais établi aux États-Unis. À ce moment, dans les années 1870, la mode est au magasin tubulaire. Ce genre de magasin n'est pas vraiment optimal et la Sharps Rifle Company, dirigée par Hugo Borchardt, cherche à développer des alternatives. En 1878, l'US Army et l'US Navy cherchent une arme pour remplacer leur Trapdoor Springfield par un fusil à répétition. Seulement problème, Sharps est en faillite et ne peut pas produire l'arme de James Lee. Après l'échec d'un fusil développé par John Keane, c'est donc Remington qui va produire les fusils de James Lee. Cette arme introduit le dernier brevet de ce dernier, le magasin détachable. Là où la série des Remington Lee se révélera modestement populaire, la première série d'armes qui intégrera ces magasins avec succès, c'est les Lee Metford qui évolueront en la série des Lee Enfield. Les magasins détachables verront une grande diffusion dans les armes légères. Quasiment tous les pistolets automatiques, en plus des Lee Enfield, les fusils Schmidt-Rubin, presque tous les pistolets mitrailleurs, une grande majorité des mitrailleuses légères, et bien sûr c'est l'un des éléments clés d'un fusil d'assaut. L'une des subtilités des magasins détachables, c'est la grande diversité de formes et de capacités qu'ils proposent. Allant du chargeur droit standard de pistolet mitrailleur Sten, au chargeur tambour de PPSH 41, chargeur disque de mitrailleuse Lewis, au chargeur 4 colonnes de KP31. Les magasins détachables offrent le gros avantage d'une capacité élevée, permettent un rechargement relativement rapide et protègent les munitions. Seulement, ils ont aussi quelques désavantages. Ils peuvent handicaper l'arme s'ils sont trop endommagés. Ils s'adaptent très mal aux munitions à bourrelet, peuvent parfois être un petit peu lourds, en particulier les chargeurs tambours, qui sont en plus peu fiables, difficiles à recharger et relativement fragiles, et s'ils sont mal conçus, peuvent parfois ne pas être interchangeables. Ils ne sont donc pas dénués de défauts, ils sont la principale source d'incidents de tir, mais les avantages qu'ils proposent surpassent largement les défauts. Pour conclure rapidement, cette vidéo n'est vraiment qu'une introduction à ces types de magasins, et il est difficile de vouloir en parler sans omettre certains éléments, ou faire une vidéo de 18 heures. Je n'ai pas parlé non plus d'autres types de chargements, comme les chargements à bande, et d'armes qui sont difficilement catégorisables, comme par exemple le fusil Krag-Jørgensen, les mitrailleuses Fiat Rivelli ou Hotchkiss, ou d'armes un peu plus obscures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à rejoindre mon serveur Discord dans la description. Et on se retrouve pour un prochain épisode.